Lorsque vous regardez la carte de l'Amérique du Sud, il est probable que vous puissiez facilement localiser les pays ibéro-américains. Mais qu'en est-il des petits pays dans le coin nord-est du continent? Les peu connues Guyanes comprennent les régions qui ont été conquises par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France. Dans cette vidéo, nous nous concentrerons sur la République coopérative de Guyane, qui était autrefois la Guyane britannique. Voulez-vous connaître son histoire? Allez, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. On sait peu de choses sur l'histoire de la Guyane avant l'arrivée des Européens. Les principaux groupes ethniques qui l'habitaient étaient les Arawaks et les Caraïbes. Environ 30 000 personnes vivaient dans la ville de Guyane, sans avoir formé un État organisé, selon les estimations modernes. Ils étaient organisés en tribus et se consacraient à la chasse et à la cueillette. Le premier Européen à explorer la côte guyanaise fut l'Espagnol Alonso de Ojeda, qui arriva dans la région de Némérara en 1499, réussissant à cartographier la zone. Cependant, la colonisation officielle du territoire guyanais aurait lieu en 1530 par Diego de Ordaz, qui créa la province de Guyane, l'attribuant à la couronne espagnole. Cette province comprenait les scènes actuelles, les États vénézuéliens de Bolivar, Delta Macuro et Amazonas, ainsi que la région de l'Essequibo, une région qui comprend 160 000 km de l'actuelle Guyane et qui reste à ce jour un territoire contesté avec le Venezuela. Les deux autres régions du territoire guyanais, Verbis et Némérara, restaient encore indomptées. La motivation pour l'exploration du territoire était la recherche de l'Eldorado, une région légendaire où l'on trouverait de grandes quantités d'or. Ne l'ayant pas trouvé, l'économie de la région s'est basée sur l'agriculture, principalement dans les zones côtières. Les prochains Européens à se manifester dans la région étaient les Néerlandais, qui, représentés par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, ont pris les régions de Némérara et Verbis en 1611 et 1627 respectivement. Face au manque de main-d'œuvre pour l'exploitation des ressources et compte tenu de la diminution constante de la population indigène, l'importation d'esclaves africains a commencé, leur nombre augmentant depuis l'arrivée des Britanniques au milieu du XVIIIe siècle. En ce qui concerne la population locale, certaines insurrections ont éclaté face aux abus des Européens. En 1763, on note la révolte de l'esclave africain Koufi, qui a mené une révolte dans la région de Verbis, qui a été violemment réprimée. Malgré sa défaite, Koufi est perçu comme un héros national présumé. Son nom est honoré sur la place de la Révolution à Georgetown. Comme on pouvait s'y attendre, les conflits entre les Britanniques et les Néerlandais, qui s'affrontaient déjà depuis le milieu du XVIIe siècle, ne se sont pas fait attendre. La quatrième guerre anglo-néerlandaise, combattue sur plusieurs fronts, est particulièrement notable. Après la victoire britannique, la Grande-Bretagne obtient le droit au libre-échange dans les colonies néerlandaises. Avec cela, les Britanniques sont devenus les gouverneurs de facto du territoire. Officiellement, les colonies de Demerara, Verbis et Essequibo ne seraient pas cédées au Royaume-Uni jusqu'au traité anglo-néerlandais de 1814, ratifié au Congrès de Vienne de 1815, après la victoire britannique dans les guerres napoléoniennes, auxquelles les Pays-Bas ont participé en tant qu'État satellite de Napoléon. À partir de là, les provinces ont été unifiées dans la Guyane britannique. Il convient de noter que la majeure partie de la région de l'Essequibo restait étrangère, étant en théorie sous souveraineté espagnole, qui est devenue une partie de la capitainerie générale du Venezuela, qui deviendrait indépendante au cours de cette même décennie. Bien sûr, sans aucun traité entre l'Espagne et le Royaume-Uni, la souveraineté totale de l'Essequibo resterait en litige. Pendant la période britannique, la main-d'œuvre africaine a été complétée par des Chinois, des Javanais et des Indiens, de sorte que la Guyane a subi un processus de métissage assez particulier. En 1897, on a cherché à résoudre les litiges territoriaux entre le Royaume-Uni et le Venezuela en créant un tribunal soumis à l'arbitrage international. Alors que le Royaume-Uni voulait que la frontière atteigne les embouchures du fleuve Orénoque, le Venezuela s'est basé sur le principe de uti possidetis et uer, selon lequel il aurait droit au territoire de l'étranger et à l'étranger de la frontière. Le résultat de ce tribunal, appelé la sentence arbitrale de Paris, a été favorable au Royaume-Uni
bien qu'il n'ait pas satisfait ses prétentions totales, qui incluaient le delta Amacuro. Le Venezuela protesterait, bien qu'il n'ait pas réussi à faire une avancée tangible jusqu'en 1962, quand il a réussi à le dénoncer à l'ONU. Les revendications persistent jusqu'à aujourd'hui. En entrant dans le XXe siècle, beaucoup d'esclaves africains se rendraient à la frontière, obtenant progressivement leur liberté et se déplaçant vers les villes, tandis que la majorité des Indo-Guyanais restaient dans les zones rurales. Des groupes amérindiens continuent de vivre à l'intérieur du pays, principalement dans les zones de la forêt amazonienne. Les droits des Guyanais se sont consolidés vers 1953 avec une nouvelle constitution qui a établi le suffrage universel. De même, des partis politiques sont créés où la population locale peut participer. Comme c'est le cas du Parti populaire de la pauvreté de la Guyane, de tendance marxiste, qui, une fois au pouvoir, a cherché à la fois l'indépendance et l'obligation pour les entreprises de reconnaître le droit syndical. C'est pourquoi le gouvernement britannique a envoyé des troupes pour suspendre la Constitution sous prétexte de vouloir éviter une subversion communiste dans la colonie. Cela a entraîné des années de grandes violences de rue qui ont inclus une tentative de coup d'État en 1963 qui a fait 170 morts. Déjà au milieu d'un processus de décolonisation mondiale après la Seconde Guerre mondiale et le démantèlement progressif de l'Empire britannique, la Guyane obtient la reconnaissance britannique de son indépendance en 1966, bien qu'elle reste sous l'égide du Commonwealth britannique, dont elle est toujours membre à ce jour. Pendant les premières années de la Guyane indépendante, Forbes Wormham gouvernerait dans un premier temps en tant que Premier ministre. Avec le changement de la Constitution en 1980, il s'est proclamé président exécutif, remportant des élections qui ont été perçues comme frauduleuses. Wormham a commencé son gouvernement en étant vu comme un homme fort qui a lutté pour le nationalisme et l'anti-impérialisme, ce qui s'est reflété dans le rapprochement avec les pays socialistes après l'invasion de la Grenade par les États-Unis. Cependant, sa gestion est devenue de plus en plus autocratique, ce qui comprenait des mesures répressives et la disparition de certains dissidents, un fait qui est attribué à son gouvernement. Wormham gouvernerait jusqu'à sa mort en 1985, laissant un pays en déclin économique. Son successeur, Hugh Desmond Hoyt, renverserait les mesures socialistes de Wormham, passant à une économie de marché et se rapprochant des États-Unis. Cela a été scellé lors de la visite du président américain Jimmy Carter. Malgré les nouvelles réformes économiques, la Guyane a connu une croissance lente et reste un pays avec un taux de pauvreté élevé et un faible indice de développement humain. Les revendications du Venezuela ont été relancées sous le gouvernement de Hugo Chavez, qui a dénoncé une entreprise américaine qui prévoyait de construire une rampe de lancement de fusées sur le territoire contesté. Cependant, Chavez retirerait sa plainte face à de nouvelles alliances politiques, cédant l'autonomie en faveur de la Guyane. Malgré cela, et avec la découverte de gisements de pétrole dans les Essequibo, l'affaire a été portée devant la Cour internationale de la Haye en 2018 en attente d'un verdict final. Et toi, crois-tu que les Essequibo devraient revenir au Venezuela? N'oubliez pas de laisser votre commentaire, et si vous avez aimé cette vidéo, soutenez-moi avec un like et abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi aussi sur mes réseaux, et si vous souhaitez soutenir ce projet, vos donations sur Patreon sont appréciées. À la prochaine!